Septembre 1986. La maternité d'Angers voit la naissance de votre humble serviteur, et s'il ne fait aucun doute que celui-ci marquera à jamais l'histoire des comics, il faut avouer qu'une autre œuvre majeure du milieu voit le jour au même moment, et cette fois dans les comic shops. Alors que Frank Miller vient de finir Daredevil Born Again pour Marvel et The Dark Knight Returns pour DC, cette distinguée concurrence publiera ce qui entrera à jamais dans tous les top 5 comics à travers le monde avec le Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons. 33 ans plus tard, alors que je tente éperdument de battre la longévité de Jésus, les fans retiennent leur souffle en espérant ne pas voir leur œuvre messianique clouée une nouvelle fois, diront certains, sur la croix du capitalisme, alors que Watchmen devient une série télé et une suite par Damon Lindelof sur HBO aux États-Unis et en France sur OCS. Je suis Manu et vous écoutez After Watchmen. There was a cavalry-involved shooting last night. You gonna give me the speech now? What speech? I should calm down, take a breath before we're at war again. No. There's a guy in my trunk. Delightful. Put him in the pod. Si vous écoutez ce podcast à sa sortie, vous vous serez rendu compte que la série HBO n'a pas encore commencé, et c'est normal puisqu'on a rendu hommage aux comics en faisant un numéro 0 pour vous introduire le concept de la série et pour vous parler de nos attentes tout simplement et de ce qu'on peut en attendre. Oui, vos attentes et ce qu'on peut en attendre, c'est assez logique, hein, vous serez d'accord avec moi. Si je dis nous, c'est que je ne suis pas tout seul ce soir, plutôt bien accompagné puisque j'ai avec moi 3 acolytes justiciers des comics. On va préserver un peu la galanterie de ce bas monde en commençant par la femme du podcast, Twito Sagheri, critique ciné en série, maman du Lemon Adaptation Club, c'est le spectre citronneux Océane. Salut Manu, merci pour cette présentation qui est incroyable. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va, je te remercie. À côté de toi, il allie l'intelligence d'Ozymandias, le cynisme du comédien et la fougue du hibou. Quand il n'illumine pas les salles obscures, il sévit sur Comicsblog et le reste du réseau Arts. Il possède de plus une double identité, caractéristique des super-héros. Je parle de Dr Olivier, Mister Corentin. Comment ça va, Corentin ? Ça va bien, Manu, merci pour cette invitation et ce laïus absolument génialissime. Et enfin, tel Rorschach, il est toujours prêt à jeter J.J. Abrams dans une cage d'ascenseur, mais avec l'âge, il acceptera peut-être de donner une nouvelle chance à Damon Lindelof, dessinateur des aventures de Bertrand Kefterian et de Zone 57, aussi très grand fan de pop culture, il nous a longuement parlé de Twin Peaks, de X-Files, de Star Trek et j'en passe. On a avec nous Guigui. Salut tout le monde, merci Manu. Salut. Alors effectivement, là, je vais pas me faire trop violence, je pense, car par exemple, ton podcast sur Lost m'a presque réconcilié avec la team Bad Robot, en tout cas pour l'instant. Avec toute la team Bad Robot ? J.J. Non, Abrams non, inclus ? j'exagère. Parce que là, tu m'étonnes. J'exagère, mais c'est pour être sympa quand même. Voilà, écoutez, si on est tous ensemble ce soir, c'est pour parler de la série Watchmen. Mais Watchmen, c'est avant tout un comic book qui a 33 ans cette année, comme je le disais en introduction. Guigui, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce comic book paru chez DC Comics aux États-Unis et qui est actuellement publié chez Urban Comics en France ? Alors avec plaisir, c'est un comic book qui a eu 12 épisodes. Alors l'histoire, elle est assez simple. Donc quand le comédien justicier au service du gouvernement se fait défenestrer, son ancien allié Rorschach mène l'enquête. Il reprend rapidement contact avec d'autres héros à la retraite, dont le Docteur Manhattan, un surhomme qui a modifié le cours de l'histoire et qui a aussi accessoirement la capacité de modifier tout ce qui est atomique. Alors qu'une guerre nucléaire couvre entre les USA et l'URSS, tous s'interrogent qui nous gardera des gardiens. Alors, quand je disais que l'histoire était simple, évidemment, c'était tout à fait ironique parce que l'histoire est vraiment très compliquée. On commence donc par le meurtre d'un super-héros et donc les autres super-héros vont essayer de se demander mais qu'est-ce qui se passe, qui est derrière cette machination, et on va se rendre compte qu'effectivement cette machination va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait imaginer dès le départ. Et l'histoire est même vraiment très très bien écrite dans le sens où c'est une uchronie, donc c'est-à-dire que c'est un univers alternatif au nôtre qui est similaire au nôtre. Par exemple, le président des États-Unis dans la BD, c'est Richard Nixon, et qui d'ailleurs a plus de 2 mandats. Mais c'est un élément qui sera repris plus tard. Donc on est vraiment dans une histoire qui est vraiment très axée dans les années 80 par rapport à la peur d'une guerre nucléaire entre les États-Unis et le bloc soviétique. Donc c'est vraiment ancré dans cette décennie des années 80, tout en s'en détournant, puisque comme je disais tout à l'heure, c'était une uchronie. Donc voilà, moi par exemple, c'est une BD que j'ai lue il y a assez longtemps. La première fois que je l'ai lu, j'étais gamin, j'avais pas très bien compris, parce que c'est vrai que c'est quand même une œuvre qui est assez mature.
Et il a fallu attendre quelques années plus tard pour que après la sortie du film, que je puisse la redécouvrir correctement avec mes yeux d'adulte. Ah, tu l'as relu une deuxième fois seulement après la sortie du film, du coup? Ouais, voilà, c'est ça. Déjà parce que les éditions, elles étaient pas si répandues que ça encore à l'époque. Si je me souviens bien, le moment où Watchmen est vraiment devenu super accessible, c'est avec la première édition qu'Urban Comics en a faite. Et puis, bien sûr, la sortie des Before Watchmen en kiosque. Et c'est à ce moment-là où j'ai pu le relire donc une troisième fois. Et vraiment, ma lecture la plus récente, elle date donc d'il y a quelques années déjà. Ouais. Si je me souviens bien, d'ailleurs, c'est la première publication d'Urban Comics. Tu me corrigeras peut-être, Corentin, mais il me semble qu'ils l'avaient sorti avant même leur première publication. Enfin, leur sortie officielle, c'était déjà dès Angoulême 2012, si je me souviens bien. Ouais, au format souple. Ouais. Non, mais ils l'ont publié à de maintes reprises, ce comics-là. Et d'ailleurs, il y a encore une édition qui arrive l'année prochaine. Là, il y a eu récemment, il y a quelques jours, l'édition annotée qui est arrivée encore. Et oui, c'est un bouquin qui est emblématique de l'histoire de Urban en France, en fait. Et est-ce que tu peux nous parler de son importance dans le monde des comic books? L'importance de Watchmen, ok. Si tu vois Citizen Kane, c'est grosso modo la même chose pour, pour les comics. Watchmen, en fait, c'est important à plein de niveaux. Déjà parce que c'est une relecture de personnages historiques de Charlton Comics, donc, qui étaient au départ les modèles qui ont servi à Alan Moore pour écrire son histoire. Ça a eu une importance parce que au départ, ce qui était juste une maxi-série en 12 numéros a simplement en fait révolutionné la façon dont les critiques, mais aussi les lecteurs voient en fait la BD. Ça a été une des premières BD à être incluse dans le fameux registre des 1000 bouquins que vous devez lire avant de mourir. Une série qui est régulièrement mise à jour et qui sert aussi à on va dire, quantifier les chefs-d'œuvre de la littérature. Ça a aussi permis à ce que Watchmen et DC Comics produisent une sorte de ligne de roman graphique qui a été accessible après dans les libraires généralistes de littérature traditionnelle et au-delà du direct market qui est donc celui des comic shops. Ça a aussi été avec Ronin et DKR de Frank Miller l'une des premières réflexions sur le format TPB en fait aux États-Unis, puisque avant ça en fait c'était beaucoup un marché de single issues et en fait ça a révolutionné l'édition aux États-Unis. On a commencé vraiment à penser en termes d'albums, en termes d'édition et aussi en termes de produits dérivés. Bon, il y a toute une histoire à faire avec Alan Moore et les produits dérivés, puisque faut savoir que DC Comics et Alan Moore et Watchmen, ça a été en fait le sujet d'une énorme brouille à la fin des années 80, qui a fait qu'Alan Moore a claqué la porte, ou l'auteur de Watchmen, a claqué la porte de DC Comics pour des questions de pins, ceux du comédien qui n'ont pas été rémunérés à lui et à Dave Gibbons. Il y a toute une histoire à faire par rapport à ça. Le plus grand auteur des comics qui a quitté Watchmen, enfin qui a quitté DC Comics après ça, DC qui du coup a tout le temps voulu republier du Watchmen pour pouvoir garder les droits, parce que tant que DC publie du Watchmen, il garde les droits du truc. Ça a ouvert le comics à des fans de littérature, des fans de cinéma, des fans de culture de genre. Ça a quelque part un peu inspiré Vertigo aussi. Enfin, l'influence de Watchmen dans la culture populaire, elle est énorme. On n'a pas attendu le film de Zack Snyder pour que ce soit exponentiel. Et encore aujourd'hui, on le voit, ça obsède encore les foules avec HBO, quand même l'une des plus grosses chaînes du monde, qui veut absolument du coup avoir sa version de Watchmen. Et pourtant, c'est marrant parce que, comme tu le dis, ça a ouvert le monde des comics à beaucoup de monde. C'est un des comic books les plus conseillés quand quelqu'un s'initie et veut se lancer dans les comics. C'est pourtant pas le comic book le plus simple à appréhender, surtout quand on n'a pas de culture comics à la base. Je pense que je me tromperai pas trop en disant que l'adaptation de Zack Snyder qui a amené beaucoup de gens vers le comic book j'en ai pas parlé encore, mais j'ai écouté le Lemon Adaptation Club de Océane et auquel tu participes, Corentin, sur Alan Moore, justement, en 2 parties, 6 heures de podcast. Vous parlez notamment de Watchmen. Et je sais que Corentin, t'étais globalement le plus enthousiaste sur le film que j'aime beaucoup aussi, mais oui, je me tromperai pas en disant qu'il adapte qu'une infinité des niveaux de lecture, une infime partie des niveaux de lecture du comic book, quoi. C'est la version la plus, on va dire, beauf, sans premier degré. Voilà, c'est premier degré, et qui en fait prend la substantifique moelle, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que tu peux comprendre de Watchmen si tu vas pas chercher après les différentes thématiques et interprétations, quoi. Mais effectivement, après pour moi ça reste un bon film, hein. Je veux dire, il y a pas, c'est une très bonne porte d'entrée, mais le bouquin va beaucoup beaucoup plus loin. Oui, moi en fait j'ai découvert Watchmen avec le film de Zack Snyder, puisque j'avais bien aimé 300, ça m'avait également à l'époque poussé à lire la BD 300.
Et du coup, là, simplement, c'est vraiment les premières photos de Watchmen. Je me disais, ah, ça a l'air sympa, et puis ça a l'air intéressant, les sujets dont ça parle et tout ça. Et ensuite, il y a eu la première bande-annonce avec les chansons des Smashing Pumpkins. Et je me suis dit, bon, ok, bon, bah, ça va être le jour numéro 1 de la sortie au cinéma. Et c'est vrai que je suis. En fait, dès le premier visionnage, j'ai réussi à en voir les défauts. Mais ça m'a pas empêché de surkiffer et ensuite de demander la BD pour mon anniversaire et de la lire en 2 jours en snobant toute ma famille qui était invitée. Moi, j'étais enfermée dans la chambre à lire Watchmen au lieu d'être avec ma famille. Donc, ça a été vraiment. Ça a été moi, c'est marquant de ma découverte de la culture comics et surtout de l'univers d'Alan Moore. C'est marrant parce que j'ai l'impression que un peu tout le monde se souvient de sa découverte de Watchmen dans les gens qui lisent des comics. Tu vois, c'est pas le cas de tout ce que tu lis en général. Moi, je me souviens que je l'ai lu en cours en 2007, tu vois, ou en 2006 même plutôt. Et je l'ai lu en anglais la première fois, ce qui était peut-être une erreur parce que j'avais pas forcément le niveau que j'ai aujourd'hui. J'étais plutôt bon, mais j'avais pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Et c'est quand même assez subtil comme écriture. Mais j'avais pris une grosse claque, quoi. Écoutez, on va commencer à parler de la série. Avant ça, je voulais parler du statut un peu particulier de cette série, puisque on le sait depuis quelque temps, mais ça sera officiellement une suite au comic book, du coup, au comic book d'Alan Moore, même s'il se place plutôt comme une œuvre qui vient prolonger cet univers et cet esprit, plutôt que comme une suite directe sur les persos. On verra que y a quand même quelques persos qui réapparaissent, hein, donc on va pas se mentir, c'est une vraie suite. Mais c'est pas une suite au film de Zack Snyder, ce qu'on aurait pu imaginer, puisque c'est ce qui est quand même connu de la plupart du grand public. Non, Damon Lindelof est fan du comic book original et voulait lui rendre hommage. Et c'est pas la seule suite de Watchmen, puisque en comic book actuellement on a une aventure éditoriale, Manu appelons-la comme ça. Une aventure éditoriale, une arlésienne, un truc qui aurait dû être fini il y a un an, un truc décembre comme ça, de 2018. ouais, un truc comme ça. Un truc qui s'appelle Doomsday Clock, qui vient justifier une période éditoriale de DC en rapportant le Dr Manhattan dans la continuité qu'on connaît, et du coup en offrant une suite officielle à cet univers. Et donc on aura 2 suites officielles produites par DC en parallèle. Ce qui est assez intéressant. Je pense qu'on en retiendra une, on oubliera l'autre, puisque l'événement qu'elle aurait dû être est tombé un peu à l'eau. Peut-être que ça se finira en décembre. Je pense que quand ça sera fini, Corentin, tu reviendras dans ce podcast pour un numéro spécial Doomsday Clock. Avec plaisir. Océane, tu seras la bienvenue si tu as lu ça. C'est pas mauvais en plus, c'est pas si mauvais que ça, même si j'ai lu que les 5 premiers numéros. Ah, mais j'ai lu que les 4 ou 5 premiers numéros, et je me suis dit, bon, maintenant je vais attendre qu'ils finissent de publier parce que j'en ai marre de prendre 4 mois entre 2 numéros. Mais ça fait une sacrée aventure éditoriale. Je dis, on se revoit dans un an. Ouais. On verra en décembre officiellement. Ce sera pour la saison 2. Parfait. Ouais, pour la saison 2 peut-être, ouais. Et je parle pas, on reparlera un jour de Before Watchmen, une expérience assez particulière et assez inégale, mais pas inintéressante mitigé, non ouais. plus. Mitigée, ouais. Du coup, Watchmen de HBO, de Damon Lindelof. Est-ce que, Corentin, tu te souviens de la production de la série, de quand est-ce que c'est annoncé, de comment ça a été fait? Oui, enfin, je m'en souviens autant que De tout le monde, mémoire, je je crois que il y avait des discussions avec Zack Snyder, j'étais encore sur Comics Box, ça doit être 2015. Ouais, Ouais, tout à fait. je te rejoins, je pense que ça date au moins de 2015. Ouais. Il y avait des grandes rumeurs. Et ça a été discuté quand même vraiment longtemps avant que ce soit vraiment acté et que le bébé soit refilé à Damon Lindelof, qui a été auréolé par son succès avec The Leftovers, bien sûr. The Leftovers, c'est 2014, je crois, le début. Oui, non, c'est ce que je veux dire, c'est que quand la série elle a été 2017, la terminée fin de et Leftovers. il a été auréolé par ce succès, quoi, ce succès critique et public, et que du coup, il était disponible à ce moment-là pour ensuite récupérer le bébé, quoi. Mais c'est vrai que d'entrée de jeu, en fait, il y a toujours eu plus ou moins des discussions entre Warner et Zack Snyder par rapport à Watchmen. On se souvient qu'il y avait même une rumeur qui voulait que le fameux DCEU soit plus ou moins connecté à Watchmen. Et on se souvient d'articles qui disaient que ce serait la porte de sortie de cet univers pour le rebooter.
Ce qui finalement est arrivé avec Doomsday Clock et DC Rebirth. Donc, en un sens, le monde n'est qu'une vaste blague, comme dirait le bon Edward Blake. Mais du coup, ouais, en fait, ça a commencé assez tôt, puisque le projet de série Watchmen, au départ, devait être une sorte de réadaptation du bouquin en 12 épisodes, donc 12 chapitres, donc 12 numéros. Et finalement, en fait, c'est la passation de pouvoir, justement, entre Zack Snyder, qui commençait à ne plus être en odeur de sainteté chez Warner Bros., pour cette série HBO, qui était en rumeur pendant très longtemps, et qui a fini par, en fait, commencer à se fomenter à une époque où, justement, comme vous disiez, The Leftovers est sorti, tout le monde a dit que c'était merveilleux, effectivement c'était merveilleux, et tout le monde se dit genre mais qu'est-ce que ça va bien pouvoir raconter. Il se trouve qu'après est arrivé toutes ces fameuses craintes et rumeurs de fans qui se disaient mais enfin réadapter Watchmen n'a aucun intérêt. Il y avait aussi eu l'annonce d'un cartoon, enfin la rumeur d'un cartoon Watchmen qui serait une version animée du comics de Moore et Gibbons. Et en définitive, on est arrivé à une sorte de statut où tout le monde se regarde un peu dans le blanc des yeux en se demandant mais de quoi ça va bien pouvoir parler. C'est la suite, comme tu disais, du comics, puisque ça évoque la fin du comics avec la pieuvre et pas celle de Zack Snyder avec la bombe. Donc il y a plein de questions qui se posent. En l'occurrence, c'est vraiment un projet de longue haleine. Voilà, j'ai retrouvé le premier article, je crois qu'on est sur le site, c'est justement effectivement 2017, écrit par un 2017, certain JB. c'est l'annonce de Voilà. Lindelof. Le 2017 de Lindelof, ouais, le 21 juin. Donc ça fait 2 ans et quelques. Donc voilà, c'est vraiment un long feuilleton. Et comme tu disais, oui, Before Watchmen, qui avait aussi été a priori envisagé, peut-être pour une adaptation, etc. Beaucoup de gens n'y croient pas sérieusement. Donc voilà, il se peut que ce soit vraiment le seul projet vraiment sérieux et concret qui émane de Warner depuis tout ce temps, quoi. Alors, il faut savoir que, d'ailleurs, si on en croit son interview par EW, Lindelof s'est vu proposer la série au moins une fois avant, juste après le film de Zack Snyder. Et voulait pas le faire parce qu'il venait d'y avoir une adaptation et qu'il ne se sentait pas de refaire ce qui venait d'être fait et en plus de toucher à la série, enfin au comic book original. C'est pour ça que je pense qu'il a mûri l'idée dans sa tête et qu'on en est venu à une suite. Alors d'ailleurs t'en parles, il me semble que c'est toi qui le mentionne dans le Lemon Adaptation Club Watchmen. Il considère ça comme le Nouveau Testament, là où Watchmen serait l'Ancien Testament. Donc Ouais, une surcouche, quelque chose qui vient s'ajouter, qui vient enrichir l'histoire plutôt que la dénaturer. Il veut absolument pas toucher à une seule ligne de Watchmen. Il a écrit une lettre, grosso modo, parce que évidemment, touché à Watchmen, particulièrement en 2019, où justement le film, ça y est, a 10 ans, et est devenu culte, en fait, malgré son échec commercial. C'est forcément un petit événement en soi. Et effectivement, il a écrit une lettre de 5 pages où il explique son approche créative, avec des mots très vides, on va dire, et très mystérieux, puisque c'est Damon Lindelof et c'est l'école de J.J. Abrams, et donc oh là là, le teasing, oh là là, mystère. Et du coup, il dit effectivement que pour lui, un petit peu comme le Nouveau Testament revisite les grands mythes du Ancien Testament, Watchmen serait une sorte de Bible inamovible, et que lui, le but du Nouveau Testament n'est pas de raconter la suite des personnages d'Abraham et compagnie, le but serait plutôt de poursuivre dans un autre contexte, avec de nouveaux enseignements et une sorte de modernisation de cette histoire-là. Et d'ailleurs, je voulais ajouter quelque chose, c'est que sur Twitter, il y a la journaliste Emily van der Werf, que je vous invite vivement à suivre. Elle avait déjà publié cet excellent article sur le dernier Tarantino. Et elle a tweeté quelque chose que je trouve assez intéressant sur Damon Lindelof, c'est que toutes ces séries sont à propos de gens qui parlent de Dieu, qui veulent parler à Dieu, mais qui se rendent compte que Dieu, en fait, il voudrait juste faire autre chose que de leur parler. Et j'ai l'impression que quand on repense au Docteur Manhattan, je me dis que finalement, ça sera extrêmement dans la lignée de ces autres productions. Je pense à Prometheus, où il y a quand même la question de la divinité, du Dieu, de ce qui nous a créé. Je pense à Leftovers, évidemment, même à Lost. Donc je pense qu'encore une fois, Lindelof, il va encore nous parler de religion, peut-être en prenant cette fois la figure du Docteur Manhattan en guise de Dieu. Et je pense que son écriture de Docteur Manhattan va être assez intéressante. Ouais, alors je sais pas si c'est mon point de vue d'Européen non baigné dans le christianisme américain. Peut-être que je me fourvoie, hein, mais oui, on a une notion religieuse qui ressort des œuvres de Lindelof, à partir de Lost, hein, bien sûr. On a Lost, il écrit un des jets de Prometheus qui a donné ce conflit entre le créateur et le créé qu'on connaît de Prometheus, qui est pour moi la bonne partie de Prometheus. Ça plus les conflits père-fils dans tous les sens. Et The Leftovers a clairement une image religieuse très présente.
Cependant, sa thématique principale pour moi, en dehors des relations parents-enfants, ça reste les personnages brisés, les personnages qui sont marqués par la vie et qui ont un besoin de se reconstruire et qui, peut-être par là, accèdent à une sorte de spiritualité et du coup, oui, chez les Américains, au rapport à Dieu. J'ai tendance à penser que le message est plus large que juste le rapport à Dieu et que c'est une notion spirituelle plus large que ça, quoi. Après, je pense que la série ne va pas parler que de ça, mais je pense que c'est assez intéressant parce qu'on voit les premières images. Il y a l'air quand même d'avoir une portée entre justement le créateur et le créé et les forces entre guillemets qui nous dépassent. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé le tweet assez intéressant. Et du coup, j'ai hâte de voir la série pour savoir comment il va parler de ça, parce que certes, c'est pas tout ce qui fait son œuvre, mais plus ça va et plus une œuvre de Damon Lindelof qui n'aborde pas un tant soit peu le conflit du créateur et de sa créature me semble un peu inenvisageable. C'est pour ça que par exemple The Hunt, dont la sortie a été annulée par Universal suite à une fusillade, me semble un peu être une sorte d'anomalie. Il en a écrit le scénario et c'est d'ailleurs un réalisateur de The Leftovers qui avait réalisé. Mais du coup, c'est pour ça que je pense qu'avec Watchmen, il revient vraiment à l'essentiel de ces thématiques. Ouais, c'est clair que par exemple, moi je trouve que vous avez complètement raison. Dans toutes ses œuvres, on retrouve vraiment ça. Et bon, moi, c'est justement qui me pose problème avec lui, parce que souvent, je suis pas vraiment chaud pour le suivre sur ces thématiques-là. Hein. C'est vraiment Prometheus, par exemple, j'ai détesté. Lost, j'ai eu du mal aussi avec ça. C'est légitime de détester Prometheus. Mais il n'est pas je suis d'accord. responsable du résultat final du scénario. La thématique même, je parle pas du film formellement, comment il est fait, etc., ou comment il a été écrit. Simplement, moi, j'ai toujours un peu de mal, parce que peut-être aussi, comme toi, je suis aussi un Européen pas trop baigné dans le christianisme américain. Mais pour autant, tout ce que j'ai pu détester des œuvres précédentes de Damon Lindelof, je pense que ici, au contraire, ça s'articulerait correctement, parce qu'effectivement, le rapport avec le docteur Manhattan, tout ce qui pourrait, à mon avis, ça servira en toile de fond plus que le sujet vraiment principal. Mais je pense que là, effectivement, tout ce qui a pu me rebuter par rapport à son écriture, là, je pense que le matériel de base que peut offrir Watchmen, peut-être ça va me parler plus. Je le ressens comme ça, déjà, rien que par rapport aux bandes annonces et tout ce que je dis en interview. J'ai l'impression que le caillou dans la chaussure que j'avais qui m'empêchait d'apprécier ces films et séries précédentes, là, par contre, j'ai l'impression que je ne l'aurais pas, en fait. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis. Si, je vois ce que tu veux dire. Très clair. Et du coup, Manu, je sais pas si on n'a pas déjà niqué ton plan super élaboré. Si, totalement, mais c'est pas grave. D'accord. Parce que du coup, là, je vois qu'on fait un tour de table sur Damon Lindelof et notre appréciation de ses œuvres. Moi, c'est vrai que j'ai fait l'effort, en fait, vraiment de lire le script l'un des scripts de Prometheus, parce qu'il y en avait quand même quelques-uns. Et c'est vrai que mine de rien, moi, encore une fois, voilà, pareil, la religion m'intéresse comme tout mec qui a plus ou moins étudié la Bible dans ses études de littérature. Mais au-delà de ça, en fait, le fait est que à travers en fait l'image de Dieu et de l'homme, je trouve que Lindelof interroge vachement la création, en fait, le côté créateur et créé, du coup, entre guillemets, entre le scénariste et ses personnages, et plus ou moins l'auteur et son intrigue, en fait. Ce qui est assez intéressant dans Lost, puisque c'est une histoire qui n'a ni queue ni tête, mais qui est quand même intéressant. Oh là 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 là. Non, mais je veux dire, qui est pas aisément compréhensible. Toi, t'as 6 heures de podcast à écouter. Je veux dire, qui est pas aisément compréhensible, mais qui traverse plein de thématiques super intéressantes qu'on peut recouper justement en se demandant où est-ce que veut nous emmener le scénariste. Un petit peu comme justement le sens de la vie, Dieu, etc. Et c'est très intéressant si justement on le prend comme une sorte de mec qui se prendrait pour justement une sorte de grand narrateur à la Alan Moore. Maintenant, moi vraiment, ce qui a changé ma relation à ce scénariste-là, pour finir ce tour de chacun, ce que chacun pense de Damon Lindelof, c'est vraiment The Leftovers en fait. Puisque pour moi, voilà, Damon Lindelof, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'école de la mystery box, c'est ce côté vraiment, on ne sait pas où on va, mais c'est pas grave, on y va, c'est le chemin, pas l'arrivée, etc. Et je trouve vraiment que The Leftovers est une sorte de maximisation de cette espèce de vision ultra, cette exploration magnifique. Il a mûri, quoi. Oui, mais exactement, ouais. En fait, on s'en fout de savoir quel est le thème de The Leftovers, c'est-à-dire la fameuse montée des... C'est un prétexte, tout à fait. Hein. Voilà, la disparition des 2% de l'humanité. C'est vraiment, en fait, un prétexte pour explorer comment l'être humain, en fait, résonne, comment l'être humain survit au deuil, comment l'être humain se réarme face à une nouvelle société. Et je trouve ça vraiment merveilleux à tous les niveaux.
Et justement, Watchmen a un peu cette thématique-là, puisque si c'est vraiment la suite du bouquin, il y a aussi un deuil et il y a aussi une sorte de réalignement sociétal par rapport à un événement fictif, uchronique, qui permet en fait d'imaginer l'Amérique, mais aussi le reste du monde autrement. Et en l'occurrence, bah voilà, c'est la pieuvre, c'est le cataclysme, c'est le génocide d'Ozymandias. Et en un sens, on dirait même que c'est fait pour lui en fait de faire une suite à Watchmen, puisque justement tu te dis, en fait, The Leftovers, en un sens, si t'enlèves le côté disparition expliqué, tu peux très bien imaginer que justement les héros de Watchmen, qui sont déjà des gens brisés à la base, vont se réaligner justement avec différents personnages dans un monde qui va être à nouveau castré par un événement surnaturel inexpliqué, etc. Et moi de base, en fait, je trouve que c'est limite logique que Lindelof attaque Watchmen. Et vraiment, après The Leftovers et sur HBO, j'ai pleine confiance en sa capacité à faire un truc galactique. Et ce sera la fin de mon intervention. Voilà. Tu m'énerves parce que ça me donne presque envie de spoiler ma conclusion de la réflexion qu'on est censé avoir. C'est que... Et on va y aller, c'est pas grave, on développera plus tard, mais là où Watchmen rentre totalement là-dedans, selon moi, c'est et par rapport au rapport à Dieu, je le vois différemment d'un rapport directement frontal. C'est que déjà Watchmen, le comic book original, a un plan, Ozymandias a un plan, c'est unir l'humanité et l'emmener vers un futur plus brillant plutôt que vers des conflits. Et le Watchmen de 2019, je le vois comme le constat d'échec, en fait. Le constat d'échec de l'humanité qui est incapable d'aller vers le bien et qui, on le voit à travers les trailers, court vers la fin du monde une nouvelle fois. Et de là, le rapport à Dr Manhattan, c'est une sorte d'interrogation sur... de décharge de responsabilité, un peu comme les Américains aiment se décharger de la responsabilité de leur vie sur un dieu tout-puissant qui contrôlerait leur monde. Ou un ancien président. Ou un ancien président, ou peu importe. Voilà, cette quête d'un sens, cette quête de quelque chose qui pourrait venir les sauver humainement ou du point de vue de l'âme, quoi. D'ailleurs, ça c'est marrant, je trouve qu'il y a une thématique qui se rapproche un peu de Ad Astra dans la quête de quelque chose d'autre au moment où l'humanité est condamnée. Et je pense qu'au final, cette quête, ça sera quelque chose qui sera totalement dans le fond et qui sera peut-être un truc sur plusieurs saisons, ou une thématique de fond, mais qui ne sera pas forcément abordée de façon frontale, et qu'on va plus aborder les personnages d'un point de vue beaucoup plus pragmatique, en fait, de comment le monde d'aujourd'hui les a poussés, les a détruits et les a poussés à se mettre à porter des masques et à péter un plomb, quoi. Puisque c'est ce que veut développer au final Damon Lindelof dans la série. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à finir par porter un masque et aller taper des mecs dans la rue pour se défouler en partie et pour se faire justice. Mais il y a même je trouve des renvois vrais, des renvois, comment dirais-je, ironiques au monde réel. Quand on voit, par exemple, on avait vu sur une image de tournage, qui est devenu un teaser, un drapeau qui recouvrait une sorte de cercueil de soldats ou de flics américains dans les grands enterrements qu'ils ont aux États-Unis, avec les coups de feu, etc. Ce drapeau avait en fait les étoiles des États-Unis organisées autour d'une sorte de cercle. Comme si maintenant les États-Unis se voyaient plus comme une sorte de leader de la planète, puisque à la fin de Watchmen, on révèle aux États-Unis que la vie alien existe. Bon, il se trouve que c'est un mensonge, mais en l'occurrence, du coup, les États-Unis sont devenus une sorte de nation qui pense de manière très globale, terrestre. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Et je me dis que c'est une sorte de parodie, comme Watchmen était une parodie des États-Unis de Ronald Reagan, avec Nixon et compagnie. Je me dis que c'est une sorte de parodie de l'Amérique de Trump, où justement les États-Unis, à l'inverse, sont vraiment dans le repli par rapport au reste du monde et à la globalisation. Et même Robert Redford, on va en parler, je pense. Enfin, je sais qu'on va en parler. Le choix de Robert Redford est même une sorte de parodie de l'Amérique moderne, en fait, et tous ces renvois justement au réel me rappellent vraiment la méthode d'écriture de Moore par rapport justement aux États-Unis des années 80, avec Reagan d'un côté, l'héritage de Nixon, la crise pétrolière, etc. Mais écoute, je suis pas totalement d'accord avec toi, notamment sur Redford. Et alors moi, je spéculerais sur cette fameuse scène du cercueil. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est un flashback de 3 ans auparavant. Et on va en reparler. Je vais présenter le synopsis de la série, ça sera plus simple.
Je pense que c'est un flashback et que c'est ce qui a amené aux événements de la série en 2019 en fait. Et, euh, et Et alors pour le oui, par personnage de contre, le Regina King, rapport... c'est ça? Ouais, ouais. Ah oui, pas con. En fait, C'est je pense c'est ouais. que... Est-ce que je vous potentiel spoil en spéculant ou pas? Ouais, Ouais. allez. Moi, je pense qu'en fait... alors, le synopsis de la série, c'est que... on va imaginer que le monde a vécu... a évolué pendant une trentaine d'années post-Watchmen. On verra que ça fait 28 ans que Robert Redford est président dans ce monde, et on verra ce que ça amène après, on le développera avec Guigui. Et au bout d'un moment, il y a un contexte politique qui fait qu'il y a des groupes white power qui montent et qui d'un seul coup s'en prennent à la police, notamment, et attaquent la police. Et je pense qu'à ce moment-là, le personnage du mari, le mari du personnage de Regina King meurt à ce moment-là, ce qui l'amènera à devenir un personnage masqué plus tard. Et c'est ce qui justifie au final, tout ça va justifier les masques des policiers qu'on voit dans le trailer. Ça, c'est un événement qui s'appelle La Nuit Blanche, du coup, dans la série, où les flics, à partir de ce moment-là, portent des masques pour protéger leur identité et éviter d'être attaqués par ces groupes terroristes. Un retournement de situation incroyable par rapport à la BD, du coup. Oui. Bah, d'ailleurs, en plus, ce groupe terroriste, alors on va le développer un peu, c'est la 7e cavalerie. Ouais, C'est un les groupe terroriste Rorschach-like, qui s'inspire de Rorschach. Alors, on dit Rorschach ou Rorschach? Je vois qu'on dit les deux. Moi, Ah j'ai bah, tendance à dire Rorschach. moi je suis la VF, donc je dis Rorschach, mais il faudrait dire Rorschach. Enfin, les anglophones disent Rorschach. Et vu Ok, que c'était un monsieur ouais. allemand, je pense qu'il faut plutôt dire Rorschach. Rorschach. Comme ça, tu vois. Essaie de dire Rorschach. Ben, moi, je dirais Rorschach. Rorschach. Merci Guigui qui donne le maximum. Du coup, oui, il y a cette 7e cavalerie qui est inspirée qui s'inspire du côté expéditif, vindicatif de Rorschach. Voire même, limite, on peut imaginer que, puisque le twist de fin de Watchmen, c'est que le bouquin de Rorschach, enfin de Rorschach, voilà, de Walter Kovacs, tombe entre les mains de la presse, et qui est une presse en fait plus ou moins publie scandale et compagnie, que en fait ces Ouais. écrits auraient traversé le temps, seraient devenus une sorte de version apocryphe des faits qui n'aurait pas été reconnue par le système en place et auraient inspiré des suivistes en fait, un petit peu comme les fameux textes philosophiques du grand remplacement qui ont inspiré des vraies tueries. Peut-être. Alors moi je vois ça, je les vois. Alors In Universe, je sais pas comment ça va se passer, comment ils vont justifier le côté Rorschach. Je pense que c'est sur le côté justicier, tu vois vraiment vigilante au sens justice violente. Moi par contre, d'un point de vue production, je vois ça comme une critique. Une critique de tous ces Clairement. fans de Rorschach qui sont fans de Rorschach comme les gens sont fans du Punisher pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire pour son côté ultra violent, son côté extrémiste. Et je trouve que c'est très bien trouvé d'avoir pris ce perso pour critiquer cette frange de l'humanité, dirons-nous. Mais in-universe, comment ils le justifieront, c'est à voir. Sachant qu'on a un personnage qui fait écho un peu à Rorschach aussi, qui est The Looking Glass, qui est une réinvention du personnage côté police, qui là du coup est du côté du bien, et un super-héros du côté du bien. Enfin, du côté du bien, s'il y a un bien dans l'univers de Watchmen, c'est une grande question. Ouais, on ne sait pas si c'est du côté du bien, puisque Lindelof avait dit par rapport à ce personnage donc, que je vais par Tim Blake Nelson, pardon, que même lui, Tout à en fait. fait, lui donnait des scripts incomplets pour pas qu'il sache la finalité de son personnage. Et quand les descriptifs de rôle de That Hashtag Show étaient tombés, c'était très évanescent en mode est-ce que c'est pas un tueur à côté et tout. Enfin, il est toujours été présenté comme un mec assez violent, et on sait pas si c'est vraiment genre un Rorschach 2 ou un Rorschach version tamisé, avalé par le système et rendu en force de frappe, quoi. Ouais. En tout cas, moi j'ai une question. Alors, à votre avis, est-ce que justement le journal de Rorschach a été découvert juste après les événements de la BD, ce qui ferait que le plan d'Ozymandias n'aurait pas fonctionné, ou alors à très petite échelle ou très court laps de temps, ou est-ce que c'est devenu comme une sorte de théorie du complot, légende urbaine lancinante et qui exploserait 30 ans après? Pour moi, on est clairement dans un monde où le texte de Rorschach machin n'a pas, n'a pas été n'a pas été totalement pris au sérieux, parce que sinon en fait les rares plans d'Ozymandias, donc Jeremy Irons,
qu'on voit, le mec a l'air de faire du cheval. Bon, il a l'air d'être seul, Ouais. mais je pense que si les gens avaient été tombés dessus, je pense qu'ils lui seraient tous tombés dessus, ils l'auraient tous buté en fait. Ouais, Donc, je pense la même chose, ouais. en fait, c'est pour ça que pour moi, sa présence montre que, à défaut que son plan ait totalement marché, pour moi, il y a eu quelque chose qui, dans le plan de Rorschach qui n'a pas fonctionné. Peut-être que ça va à nouveau exploser, je sais pas. Mais en tout cas, si on voit Ozymandias dans la série, je pense que justement, il va devoir être confronté à comment je vis 30 ans après ce que j'ai fait. Et si on veut traiter ça, je pense que ça aurait pas été intéressant que la vérité soit révélée. En fait, je trouve que c'est plus intéressant que justement ça ait foiré. Et je trouve que ça va limite. C'est complètement cohérent avec ce qu'est Rorschach, c'est-à-dire quelqu'un qui veut se battre pour la vérité, mais qui y arrive quasiment jamais. Et je trouverais ça assez intéressant que là encore, le mec dit la vérité, mais que personne ne l'écoute. Je trouverais que c'est totalement dans l'esprit du personnage de foirer vraiment jusqu'au bout, même sa mort, du coup. Techniquement, pour moi, pour le moment, en tout cas, elle a servi à rien tant qu'il n'y a pas de preuves concrètes qu'on sait que c'est Ozymandias qui a tout fait. C'est là où je voulais en venir, c'est que, à mon avis, cette histoire est devenue comme une sorte de, voilà, de complot et de rumeurs lancinantes dont justement ces adeptes se sont emparés. Et puis comme dans notre univers à nous, bah, les fake news et les théories du complot alimentent beaucoup tout ce qui est extrême droite. Du coup, voilà, le parallèle avec la réalité et la fiction, il est assez évident. Alors pour rebondir sur Ozymandias, je me posais la question, et c'est spéculation encore, il me donne le sentiment d'être une sorte dans une sorte de prison haut de gamme, je sais pas, enfin, assigné à résidence, quoi. En mode, il a plus trop de pouvoir, il est un peu bloqué dans son coin, on le laisse vivre, mais les autorités savent ce qu'il a fait, et du coup évitent qu'il se mélange trop au monde. Je me dis ça notamment via le fait que Laurie fait partie du FBI dans ce futur. Laurie Blake, du coup, qu'elle a pris le nom de son père. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, je pense. Le spectre quand on soyeux connaît le pour passif ceux du personnage. qui voient pas. Oui. Et elle connaît la vérité. Du coup, je me demande si voilà, le gouvernement n'est pas au fait de ce qui s'est passé, mais joue le jeu, quoi. Joue le jeu tout en ayant mis Ozymandias de côté. Et peut-être une partie de la série, ça sera soit sa rédemption, soit un plan sous-jacent quelconque que je ne saurais imaginer pour l'instant. Mais il m'a l'air un peu dans son coin, isolé, dans son bureau tout seul, avec son gâteau tout seul. Peut-être que c'est son choix à lui de vivre Peut-être, reclus une fois que son œuvre a été accomplie. D'ailleurs, c'est intéressant parce que là, la Comic Con de New York commence en fin de semaine. Il y aura un panel de Watchmen avec tous les acteurs et tout. Et pour présenter chacun des acteurs, ils ont tous leur nom, donc Regina King qui joue ceci, cela. Et pour Jeremy Irons, il n'y a pas Ozymandias, c'est écrit celui que vous pensez. Il y a une Probablement description celui que vous ultra pensez. chelou. Probably who you think he is. Ouais, probably Ouais. who you think he is. Donc probablement celui que vous pensez. Et du coup, je trouve ça assez intéressant qu'il garde le mystère sur lui, alors qu'on se doute que c'est lui, mais cette espèce d'insistance à pas dire son nom correctement, je suis assez intriguée. Enfin, je m'attendais pas à voir ça. Tu te dis, bon, ok, c'est Ozymandias, voilà, c'est Jeremy Irons et tout ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils vont nous sortir, même là encore, un twist ou je sais pas quoi. Mais je sens qu'il y a quelque chose d'énorme qui se prépare avec, en tout cas, le personnage de Jeremy Irons. Il y a pourtant l'imagerie de la pieuvre dans le gâteau et tout qui semble suggérer fortement que c'est lui. Mais même, il y a même une scène où il est en méditation, tu sais, avec cette fameuse posture d'Ozymandias, justement. Non, pour moi, c'est Ozymandias, c'est juste qu'il joue au con. Mais je suis grave d'accord avec ta théorie, justement. J'avoue que j'y avais pas réfléchi. Est-ce qu'il serait dans une prison à la Magneto? Est-ce que lui-même aurait voulu justement s'extraire de ce monde de baltringue et après avoir réussi à le sauver, en un sens? Ce qui est sûr, c'est que dans les trailers, on le voit toujours quasiment au même endroit, dans cette espèce de palais un peu doré. Il a On une... va faire du cheval dehors. Oui, on le voit faire du cheval, mais ça, je pense que c'est vraiment un flashback, puisqu'il a une tenue qui ne ressemble pas à ce qu'il a en fait dans son palais à lui. En tout cas, ce C'est qui est peut-être sûr... un fantasme aussi. Oui, Parce pourquoi qu'il y a pas, un ouais. moment, quand il fait du cheval, il y a une espèce de drapeau de pirate, Oui, de avec pirate une faux génie, comme ouais. ça, un truc un peu chelou. Ouais, tout à fait. Mais de toute Et puis façon, ça peut être une simple assignation à résidence il n'a pas le droit de bouger de sa propriété. Après, il a une propriété. Tu vois. Ouais, Il a mais des corps comme est-ce en que mode tu quand les laisserais riches un mec sont en aussi prison, dangereux quoi. comme ça arpenter une baraque, tu vois, moi, j'ai du mal à croire que, entre guillemets, le gouvernement puisse être au courant, parce que si le mensonge des aliens tombe, il y a plein de choses qui vont changer dans ce que j'attends personnellement de la série.
On avait vu justement des images de tournage, des props de journaux où il y avait écrit Ozymandias is dead sur un journal qui était sur le lieu de tournage. Donc moi j'aurais tendance à me Mhm. dire qu'il est plutôt en mode, il est plutôt ouais, il est Ouais, à l'ombre en reclus. fait. Il est en cavale ou il s'est planqué, il est dans sa carnac, tu vois, comme Alexandre le Grand, il a Mais trouvé une forteresse pour mourir. ça pourrait littéralement être une manipulation du gouvernement de le mettre dans un coin, faire croire qu'il est mort. Oui, Lui, il est dans carrément, son coin, et littéralement, il est isolé du monde qu'il est censé avoir sauvé, quoi. carrément. Ouais. Ça par contre, ce serait très possible. Il faudrait qu'il ait un L'ironie serait tigre intéressante en mutant. plus. Ce serait cool aussi, mais voilà. Bon, du coup, est-ce qu'on parle de Robert Redford? Ouais. Parce que pour moi, c'est un élément très intéressant de la construction de ce monde et de son background. Bah tiens, Guigui, je vais te laisser en parler, je vais te laisser nous dire pourquoi c'est pas forcément anecdotique. Bah, disons que déjà, moi, je me suis posé la question pourquoi c'est intéressant que Watchmen revienne en 2019 par rapport aux années 80. Alors déjà, un des trucs qui est fondamental dans Watchmen, c'est l'horloge de l'apocalypse. Vous savez, c'était cette espèce d'horloge métaphorique que certains scientifiques, chercheurs reculent plus ou moins par rapport à l'heure qui est minuit, et le minuit étant l'apocalypse. Faut savoir que justement, avec les tensions politiques dans les années 80, ben, on était à minuit moins 2. Après, ça s'est détendu, hein, jusqu'à même récemment avec les accords de Paris en 2015. Et aujourd'hui, à nouveau, nous sommes à moins 2 minutes de l'apocalypse. Ce qui fait que le parallèle est assez intéressant. Et du coup, le fait d'avoir cette histoire d'Uchronie aussi qui continue, qui se perpétue, et d'avoir mis Robert Redford en président des États-Unis, bah, je trouve ça vachement intéressant parce que bien avant DiCaprio, bah, Robert Redford, c'était déjà un pionnier de la lutte pour la préservation de l'environnement. Il avait déjà organisé à l'ONU en 1989 même une conférence réunissant des scientifiques américains et russes au sujet carrément du réchauffement de l'écorce terrestre. Hein, donc le gars, il était vraiment en avance sur son temps. Où il disait déjà qu'il fallait passer à l'action, que la seule chose qu'il fallait faire, qui pouvait faire bouger les politiciens, c'était la pression du public. Ce qui, comme quoi, ça fait quand même bien 30 ans qu'on entend les mêmes choses. En 1981, Robert Redford avait même créé avec des spécialistes un institut de gestion des ressources naturelles, donc c'est dire à quel point le mec il était vraiment habité par cette cause. Mais alors même si ça n'a jamais vraiment engagé politiquement, hein, notamment auprès des démocrates américains vers qui il se sent bien sûr proche, il n'a jamais semblé avoir de velléité présidentielle dans la vraie vie. Alors dans la série, ce sera une toute autre chose. Et comme en 2019, quand on voit l'état politique et climatique du monde, les choix artistiques de Damon Lindelof, moi, ça me pose question et je trouve que c'est vraiment des thématiques qui seront intéressantes parce que en interview, justement, on en parlait tout à l'heure, Lindelof nous a donné quelques pistes concernant le passé législatif de l'Uchronie qu'il a créé. Alors donc, Robert Redford, il est président depuis environ 28 ans. Alors que normalement, effectivement, c'est que 2 mandats aux États-Unis, mais depuis Watchmen, Richard Nixon, il avait déjà passé les 2 mandats, donc c'est déjà un élément qui est repris de la BD, qui est réutilisé ici. Donc, en fait, Robert Redford, quelque part, il représente ce que certains appellent la dictature verte, une dictature de gauche socialiste, donc un gros mot aux États-Unis, tout simplement parce que dans l'Uchronie de Watchmen, visiblement, il n'y a plus d'énergie carbonée. En tout cas, elle est fortement diminuée. Toutes les voitures, par exemple, elles émettent plus aucune émission et fonctionnent à l'électricité grâce à des technologies que Dr Manhattan avait développées 30 ans plus tôt. Donc moi je trouve que c'est vraiment très très intéressant parce que quelque part tu peux te demander si le danger du réchauffement climatique est toujours une menace. Donc quelque part on peut se demander si cette fameuse dictature verte représentée par Robert Redford qui finalement va amener d'autres travers, ça montre quelque part les efforts que la vraie société de maintenant devrait faire. Ces efforts qui se trouvent face à des freins qui, on les connaît, on les voit justement quand on voit les gens qui... Voilà, le capitalisme exacerbé, tous les opposants à ce qu'on entend avec Greta Thunberg, etc. Et là, on voit quelque part comme la série, ça pourrait peut-être être une sorte de révélateur en disant, voilà, là, il y a des efforts qui ont été faits à ce moment-là. Les gens qui sont pas contents par rapport à ça, c'est telle frange de la population, et puis quand on regarde le parallèle avec notre réalité, on se voit que c'est cette même frange de la population qui freine justement ces efforts qu'on devrait faire par rapport au réchauffement climatique et à d'autres sujets sociétaux. Moi je trouve la réflexion intéressante puisque c'est une ça embrasse l'ambiguïté de Watchmen et l'ambiguïté qu'on peut avoir avec le fait que par exemple Laurie Blake ait pris le nom de Blake, tu vois, le fait que du mal naisse le bien. Et moi, j'ai plutôt cette idée, oui, que Redford, enfin le président Redford, du coup, a amené à tenter d'imposer le bien par la dictature.
Et ça amène des pistes de réflexion intéressantes sur notre monde et sur la dichotomie entre la liberté et le... Alors, n'en déduisez Moi, j'irai rien pas sur jusqu'à mes la dictature positionnements. même. Hein. J'irai Mais, pas jusqu'à la dictature même. C'est simplement que ceux qui sont contre cette politique-là le ressentent comme une dictature. Ça veut pas forcément dire que c'en est une en réalité. Ouais, enfin, Tu vois ce que je veux dire globalement, président à vie, le mec. Et d'ailleurs, il faudrait se poser la question du reste du monde et de où en sont l'ex-URSS dans un monde où l'URSS n'a pas eu le temps de s'effondrer avant que le monde soit censé être unifié, où en est la Chine, où en est l'Europe. Enfin, il y a beaucoup de réflexions sur le reste du monde qui sont... Il y a un personnage asiatique dans la série en plus. Qu'on a vietnamienne. dans les trailers, ouais, effectivement. Et je pense qu'il y aura un lien au reste du monde. De toute façon, au niveau géopolitique, ils sont un peu obligés. Mais je dois dire que j'abonde carrément dans ce que dit Guigui sur justement. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est l'espèce de renvoi ironique au Watchmen original où, en un sens, quand Nixon a été devenu président à vie, enfin, troisième mandat, c'était justement grâce à l'appui du docteur Manhattan qui avait permis de gagner la guerre du Vietnam. Et même si aujourd'hui, avec le recul, on voit comment justement cette façon qu'il a eu de gagner la guerre a été affreuse et très violente, pour les États-Unis, on imagine qu'en fait, dans l'imaginaire d'un lecteur américain, que Nixon soit resté en poste et gagner la guerre du Vietnam, ça peut être vu comme une sorte de bonne chose. Et tu as l'impression en fait que justement, à travers la dictature, Lindelof va poser l'idée qu'ont été faites des bonnes choses dans une Uchronie qui reste un monde dictatorial, un monde posé par des colosses inamovibles. Et du coup, moi, c'est vrai que ce côté, justement, dictateur de gauche me séduit assez, pour des raisons personnelles. Mais c'est vrai que j'ai du mal à voir comment est-ce qu'il va matrixer. Hein ? De toute façon, ça fait partie de la réflexion de Lindelof, clairement. Bah oui. En interview, il en parle, notamment sur le fait d'avoir pris Redford, de l'image de Redford dans la série. Il dit qu'en gros... il est globalement responsable d'une partie du monde, de ce qu'est le monde en 2019 dans la série, mais contre son gré. C'est-à-dire qu'il a globalement, ce qui nous suggère, c'est qu'il a voulu faire le bien, et qu'en voulant faire le bien, il a engendré le mal. Voilà, un enfer pavé de bonnes intentions. Et du coup, on va rebondir sur le lieu de l'action qui est Tulsa. Alors, côté dictatorial, d'ailleurs, il y a un autre truc, c'est qu'il y a interdiction des téléphones portables et d'Internet dans ce monde. Ça fait partie de la mythologie du truc. C'est banni, quoi. Donc, peut-être c'est une bonne chose. Niveau information, niveau contrôle de l'information, on est quand même toujours dans un certain contrôle de l'information et dans la réflexion vis-à-vis de notre monde, des dérives qu'a généré l'hyper-information et l'hyper-connectivité. Twitter. Je pense que Twitter et compagnie. Je pense qu'il y a quelques réflexions lancées là-dessus avec tout ça. Mais pour en revenir au lieu d'action, la série se passe en Oklahoma. Enfin, l'action de la série se déroule en Oklahoma, à Tulsa, qui en 2019 voit des relents racistes, des relents de la 7e cavalerie qui avait agi 3 ans plus tôt, et là où les autorités pensaient en être débarrassées, elles ne le sont pas. Et du coup, les origines de la 7e cavalerie ont été expliquées en interview en fait parce que le premier épisode a dû être projeté à la presse, je pense, et que le lien avec Tulsa est assez important, via un événement historique qui sont les émeutes de Tulsa. Alors, tout à l'heure, Guigui nous disait que Watchmen était une uchronie. Une uchronie qui a dévié de notre monde... on va dire dans les années 30, je dirais, dans Watchmen, 20-30, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est juste avant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Tout à fait, ouais. Peut-être, ouais, mais il me semble que dans les années 30, il y avait déjà des super-héros dans la mythologie de Watchmen. Enfin, les Minutemen, ils ont dû commencer à peu près dans les années 30, ouais. Donc, bon, ça revient juste avant la Seconde Guerre mondiale. Sachant, Manu, juste, si je peux te couper, tout à l'heure, on parlait justement du fait que les flics ont des masques. C'est aussi un renvoi justement à l'origine des Minutemen, qui étaient justement des flics qui devaient se masquer et se costumer pour cavaler après les gangsters qui, du coup, se mettaient des costumes improbables pour pas être identifiés dans les procès, etc. Donc, c'est vraiment genre une sorte de retour à l'équilibre. Dans la bande-annonce. Ouais. Et du coup, la série se base en grande partie sur les émeutes de Tulsa de 1921, qui sont un événement réel de l'histoire américaine, mais qui a globalement été effacé de l'histoire américaine pendant des décennies, qui a été qui a été déterré, on va dire, au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, et du coup à une époque post
univers de Watchmen, puisque l'action de Watchmen se passe dans les années 80. Donc dans leur monde, ça s'est pas passé comme chez nous. Donc les émeutes de 1921, c'est des émeutes de 2 jours, du 31 mai au 1er juin, qui sont parties de tout simplement un jeune noir de 19 ans qui s'est fait accuser d'avoir agressé une jeune blanche de 17 ans et qui du coup s'est retrouvé en prison. La communauté noire de Tulsa, qui est une ville qui existait depuis, je crois, qui existe depuis 1902, puisque du coup une partie, enfin voilà, la géopolitique, Elle a vraiment eu une expansion en 1901 avec l'ouverture d'un premier puits de pétrole. Ouais, voilà. Mais du coup, les villes américaines sont récentes dans l'histoire par rapport aux nôtres, puisque l'Amérique Tout à est fait. récente. C'est une ville qui avait la communauté noire la plus riche de l'époque. Et une communauté noire qui a eu peur que les Blancs s'en prennent à ce jeune de 17 ans qui était un soir gardé en prison et qui se sont amenés à la prison et qui ont été rejoints par des Blancs qui justement voulaient lyncher ce jeune noir. Et à partir de là, des émeutes ont éclaté. Il y a eu des tirs dès le premier soir et derrière, les Blancs ont fait un raid sur la communauté noire et ont tué, à l'époque, le décompte était de 36 morts noirs, 9 morts blancs. Et au final, une commission d'enquête de 2001 a ramené le décompte à plusieurs centaines de personnes tuées. Donc ce fut assez violent. Je crois c'est entre 100 et 300 morts, la commission d'enquête de 2001 a estimé. Les Blancs ont brûlé 35 blocs de quartiers de Noirs américains pendant ces 2 jours. Il y a, je crois, 6000 Noirs qui ont été arrêtés par la police. Et ce que l'histoire aura montré, c'est que ces événements ont été complètement enterrés par la ville et par l'État. Et en 2001, les enquêtes ont prouvé qu'au final, la ville et les autorités, la police, avaient pris part aux émeutes du côté des Blancs. Et il y a eu des bombardements d'avions à ce moment-là qui ont brûlé des quartiers entiers. Donc c'est vraiment quelque chose d'horrible, mais qui a disparu totalement réellement de l'histoire américaine et qui a été remonté il n'y a même pas 20 ans, et que encore aujourd'hui la plupart des gens ne connaissent pas. Moi je l'ai découvert avec l'interview de Lindelof, et beaucoup de gens l'ont découvert avec l'interview de Lindelof, Pareil. notamment, même aux États-Unis. Et en 2001, il s'est passé un truc, c'est que le gouvernement a décidé de dédommager les descendants des victimes de ces émeutes. Et la transposition dans l'univers de Watchmen, c'est que tout sous sa présidence, le président Redford a fait le même genre de choses en exonérant à vie d'impôts tous les... Mais du coup, c'est en partie lié à tout ça, mais tous les crimes haineux envers les Noirs américains, a exonéré d'impôts tous les descendants de victimes de racisme, ce qui fait un paquet de monde. Du coup, dans une logique qui serait assez de gauche, si on était en Europe, qui colle du coup avec la politique de gauche de Redford. Et c'est ça qui a entraîné dans cet univers la haine des Blancs envers les Noirs, enfin qui l'a exacerbé et qui a amené un groupe d'extrémistes white power à attaquer la police qui protégeait justement ces Noirs, ces victimes et descendants de victimes, et qui a exacerbé les tensions raciales. Il faut préciser aussi que l'Oklahoma, c'est un territoire très particulier aux États-Unis, parce que c'est un des plus récents. Il a été fondé à la toute fin du 19e siècle. Et auparavant, c'était en fait une nation principalement contrôlée par les natifs américains, pardon, qui avaient participé à la guerre de sécession dans le camp des Confédérés. C'était des natifs américains qui avaient participé à la sécession avec les États confédérés du général Lee contre les Yankees. Donc il y a un background raciste qui va avec, évidemment, mais paradoxalement, il est plus tardif que les États traditionnels de possesseurs d'esclaves, en fait. Donc c'est probablement le plus gros bordel qu'on puisse imaginer dans cette nation-là, pleine de vieux démons. Exactement. Et du coup, tout ça donne la base de la série, du coup amène à ce qui est le synopsis, et à cette montée du white power et des extrémistes qui viennent attaquer la police et les Noirs dans la série. C'est pour ça que je pense que je spéculais tout à l'heure sur la mort du mari du personnage de Regina King, puisqu'on on le voit globalement dans une scène où ils sont attaqués, et sinon on la voit en mode super-héros plus tard.
Donc j'ai de forts soupçons sur le fait qu'il ait été tué à ce moment-là et que ça soit la justification de pourquoi elle est devenue ce qu'elle est devenue. On n'a pas Oui, parlé d'ailleurs, de... c'est vrai que on a- je te coupe, Oui. pardon. Et juste, ouais, dans la bande-annonce, t'as raison, parce que ce que tu me dis maintenant, ça fait écho à cette séquence où on la voit expliquer un truc à sa fille en disant, voilà, bah, il y a des choses mauvaises, il y a des blancs, il y a des noirs, etc. Et donc, ouais, on peut imaginer que, comme s'il expliquait la situation à sa fille, d'un père qui serait mort, oui, effectivement. On la voit être devenue vachement expéditive et ne jamais quitter son costume en fait dans les scènes, enfin dans beaucoup de scènes. Et les seules fois où on la voit sans son costume et cheveux détachés, sans masque, etc., c'est quand elle est avec sa famille. Ouais. Donc c'est vrai que tu me convertis un peu à ta théorie. Même si moi j'imaginais que du coup ce serait intéressant de la suivre avec sa vie de famille à côté, c'est possible qu'il y ait un traumatisme qui aille avec. Et du coup, c'est ce qui a déclenché bah, je sais plus comment s'appelle l'acte. Il y a un nom officiel à cet acte. C'est Qui les fait que- Redford Non, Action. ça c'est les dédommagements, mais il y a un acte qui fait que la police a le droit de se masquer du coup pour se Ah, protéger. le Defense of Police Et- Act. Et par contre, il y a autre chose, c'est que la police a un élément qui serait très utile dans le monde d'aujourd'hui aux États-Unis. C'est que la police ne peut pas utiliser son arme sans un contrôle à distance d'un opérateur qui vient valider l'utilisation de l'arme. C'est génial. Donc on imagine qu'il s'est passé des choses et que voilà, d'un côté la police peut se protéger, mais d'un côté le reste de la population est protégé des dérives de la police. C'est bien pensé. Il est bien Robert Redford en vrai. Ouais, c'est un bon dictateur. Donc voilà d'un point de vue synopsis. Bon après je pense que on découvrira beaucoup d'autres choses. Les trailers laissent passer beaucoup d'autres choses. Je voulais savoir ce que vous attendiez vous de la série. On en a déjà pas mal parlé. Mais est-ce que vous avez des attentes particulières vis-à-vis de Watchmen, vis-à-vis du message, vis-à-vis des personnages parce qu'on disait tout à l'heure que officiellement Damon Lindelof ne veut pas faire fait une surcouche à Watchmen, pas une vraie suite. On a quand même 3 personnages qui apparaissent. Laurie Blake, Ozymandias et un certain personnage bleu qui est censé habiter sur la Lune, sur Mars. On a 3 personnages qui apparaissent dans les trailers. Ce qui est déjà pas mal par rapport à ce qu'on a laissé comme personnage vivant à la fin du comic book. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et on peut peut-être faire un petit tour du casting, notamment... un élément dont on n'a pas du tout parlé, c'est le fait que Regina King est quand même le personnage principal, et c'est une femme noire, et c'est une femme qui a plus de 30 ans, et c'est quand même pas rien dans le paysage audiovisuel américain. Et elle est trop cool. Ouais, c'est quand même une actrice oscarisée, double Emmy Award, Golden Globe, enfin bon, elle se pose là. Et déjà dans The Leftovers aussi, et clairement, je Ouais. crois que Damon Lindelof l'avait contacté en lui disant j'ai un rôle pour toi dans Watchmen, et il disait j'ai pensé à toi immédiatement en l'écrivant. Donc c'est clairement un rôle qui a été taillé sur mesure pour elle et qui du coup me rend encore plus impatiente de la découvrir parce que vraiment plein de cœur sur cette actrice. Et vraiment, je pense qu'il n'aurait pas pu trouver meilleur lead, surtout en ce moment, en 2019. Je pense qu'il n'aurait vraiment pas pu trouver un meilleur symbole. D'autant plus que dans The Southland, elle jouait déjà une femme flic vraiment très forte et très intéressante et perspicace. Et donc, du coup, on sent aussi, voilà, dans sa filmographie, il y a aussi une espèce de logique, quoi. Oui, et puis dans les Boondocks, une série animée que vous devez de voir, elle double les 2 personnages principaux qui sont les 2 personnages principaux qui sont deux petits mecs noirs des quartiers de Chicago. Il y a plein de thématiques super intéressantes sur. C'est un peu le Atlanta des cartoons en fait, The Boondocks. Il y a plein de. Je connais pas du tout. C'est vrai? Ah, il Tu faut me que tu mettes chauffes ça, pas mec. mal. Il faut que tu mettes ça. C'est vraiment genre l'histoire noire des États-Unis vue avec un sorte de trait un peu humoristique, cynique. Ça parle de Obama, ça parle des procès de R. Kelly. C'est super génial. Je vous la conseille et Regina King est validée. Et je trouve ça intéressant sur une série aussi attendue, aussi blockbuster, presque, on va dire, de mettre les extrémistes white power en tant que méchants bien assumés, de vraiment les cibler clairement et de mettre une femme noire en héroïne, même si elle doit avoir une morale un peu douteuse. Je suppose que c'est un des côtés qui va être développé. Je trouve que c'est une prise de risque intéressante de HBO et de Damon Lindelof. D'ailleurs, je pense que moralement, il y a beaucoup de choses. Il marche vraiment sur une ligne grise sur la série, sur beaucoup de points. Il l'a dit d'ailleurs,
il sait pas s'il sera capable de défendre tous ses choix, mais il sera capable de les expliquer. Et je pense que c'est ce genre de choses qui parle, c'est que oui, peut-être que, enfin, dans un 2019 où certaines personnes ont l'impression, coucou Todd Phillips, qu'on a le droit de rien dire, que tout est polémique. Je pense qu'il vient prouver que non et qu'on a encore le droit de dire des choses, mais que ça reste libre d'interprétation, quoi. Et du coup, on n'est pas du tout sur qu'est-ce que vous en attendez. Je vous laisse la parole. Ouais. Oui, parce que j'ai le truc. Donc, qu'est-ce que j'en attends? Oh là là, j'en attends tellement de choses. Moi, déjà, j'en attends une série qui va un peu venir botter le cul de la CW et de toutes ces adaptations de comics pétés qu'on constate depuis quelques Ce années, sera quand pas même. dur. Ouais, non, c'est pas dur, c'est sûr, mais personne n'y arrive, donc voilà. Puisque mine de rien, t'as Umbrella Academy, Légion, The Boys, plein de trucs qui font des bons efforts. Et Légion est vraiment à part pour moi, c'est vraiment un vrai putain de chef-d'œuvre. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, je trouve que mine de rien, et c'est dommage, enfin, c'est marrant et dommage à la fois de passer par Watchmen pour en arriver là. T'as l'impression, si tu veux, t'as des vrais créateurs en série télé, donc t'as Damon Lindelof, t'as aussi Ryan Murphy, t'as Vince Gilligan, t'as des mecs qui font des vraies bonnes séries télé, et quelque part, ces mecs-là sont toujours dans la création permanente. Ils font des bouquins, enfin, ils adaptent des bouquins des fois, mais t'as envie de dire que les comics ont des chefs-d'œuvre et qu'on est toujours un petit peu en recherche de la série qui va être le game changer absolu. Il y a des très bonnes séries, il y a Daredevil saison 1, il y a plein de trucs cool qui existent, mais on attend encore vraiment oui, le game changer, le Watchmen en fait de la série télé adaptée de comics. Et moi c'est un peu ça que j'en attends déjà de base, très cosmétiquement on va dire. Après, je voulais juste rajouter un truc, tu parlais tout à l'heure de Regina King, et il faut quand même se rappeler que Watchmen c'est une équipe où il n'y a pas de héros noirs, déjà de base. Alors que Alan Moore est un mec plutôt ouvert sur ces thématiques-là. C'est un auteur très LGBT-friendly, mais aussi très fasciste-friendly, puisqu'il a écrit beaucoup d'histoires sur la pensée fasciste. Enfin, lisez From Hell si ça vous intéresse. Il y a plein de trucs intéressants à dire sur lui, mais c'est vrai qu'on voit, par rapport, tu parlais tout à l'heure de Doomsday Clock, qu'il y a une sorte d'envie des auteurs modernes de mettre un petit peu justement d'afro dans les œuvres dérivées d'Alan Moore. Puisque, bon, pour ne rien spoiler, il y a des héros noirs qui remplacent des héros traditionnels, enfin les héros de Watchmen plutôt, dans Doomsday Clock aussi. J'en attends personnellement, bon, je vais pas cacher que je suis personnellement pas forcément fan de ce que sont devenus les États-Unis récemment. Une réflexion que j'espère, on va dire, intelligente, pertinente et présente sur en fait le même traitement, le même regard qu'a posé Alan Moore à l'époque du premier Watchmen et du seul Watchmen sur les États-Unis de son époque. Parce que c'est ça au départ. Beaucoup de gens sont là à se poser la question, genre est-ce que maintenant Watchmen c'est SJW? Est-ce que Watchmen il fallait pas lui foutre la paix et faire une série originale, etc. Oui, très bien, d'accord. Mais on peut en fait oublier Dr Manhattan, on peut oublier Rorschach, on peut oublier Ozymandias et juste se dire que Watchmen en fait c'est plutôt une sorte de matrice de pensée. C'est prendre les super-héros ou les héros masqués ou le mythos des super-héros, des héros de comics, etc. Le mélanger aux États-Unis, à l'iconographie des États-Unis, l'histoire des États-Unis, les thématiques sociales des États-Unis, le temps aussi, des thématiques comme ça intéressantes, philosophiques, profondes, et poser une sorte de regard un peu contemplatif sur à quel moment les choses ont déconné en fait. Et je vois plus ça comme ça en fait. Pour moi, la série n'a Watchmen que de nom, et c'est quelque part je suis un peu, tu vois, tu parlais justement des trois personnages qui vont revenir, ça m'agace un peu parce que je pense qu'on n'en a pas besoin. Je suis content de revoir Dr Manhattan, mais tu disais tout à l'heure il vit sur Mars. Non, il vit pas sur Mars. À la fin de Watchmen, Manhattan il se casse, il change de réalité, il va bosser Superman et voilà, youpi. Mais tu vois, enfin, je veux dire, à mon sens, ramener Manhattan, ça n'a pas de sens. Ça a autant de sens justement que de ramener Abraham dans le Nouveau Testament. Il faut oublier tout ça, il faut le laisser de côté, et tu ramènes pas non plus Eddie Blake, le hibou, etc. Voilà, ça n'a pas, ce n'est pas intéressant en fait pour moi. Donc, je suis à la fois très craintif et très hypé par ce que ça peut être, mais dans l'instant, si tu veux, j'aurais plutôt envie de me dire. J'aimerais bien qu'on en parle, tu vois, par exemple, de ça, de Dr Manhattan, mais est-ce que vous y voyez un intérêt, vous? Parce que moi, personnellement, je comprends Mais pas trop pourquoi faire. Est-ce que je respecule? Vas-y, spécule. Parce que tout à l'heure, je parlais d'un plan potentiel d'Ozymandias. Je me demande s'il va pas troller et faire croire que Manhattan revient pour, tu vois, en tant que sauveur, alors qu'en fait, il sera vraiment parti et que ça sera pas Manhattan, tu vois. Alors, Et Ah. je pense qu'on n'est pas à l'abri de ça. Mais bon, Ça serait je pas spécule mal. à mort. chers amis auditeurs, sachez que Manu, en général, quand il spécule, c'est que c'est vrai. Hein. Il a deviné la fin de Westworld au bout de l'épisode 3, donc voilà, il est très possible qu'il Il y a fasse deux spoiler la stockers. fin de la série. On verra. On verra. Mais je suis assez d'accord avec toi sur le fait que je trouve ça un peu gênant de se rattacher au personnage historique. Autant Ozymandias, je veux bien.
Ozymandias, il y a un intérêt, il y a quelque chose à développer sur vis-à-vis de ce qu'il a fait et vis-à-vis de du fait qu'au final ça a foiré quoi. Et potentiellement développer est-ce que vraiment les relations mondiales se sont améliorées, est-ce que le monde s'est pas renfermé sur lui-même, enfin les différents pays ne sont pas renfermés sur eux-mêmes comme on a le cas en 2019 dans notre monde. Il y a quelque chose à développer. Le Docteur Manhattan, j'y vois la patte Lindelof de rapport rapport Dieu-homme, en effet, enfin le besoin du sauveur. Et c'est là que je me dis que Ozymandias peut niquer tout le monde en jouant sur ce point de vue. Et par contre, Laurie Blake, je trouve ça un peu gênant parce que pour moi, tu vois, le duo à la fin il part, on n'est pas censé savoir ce qui se passe, quoi. J'ai pas envie de savoir en fait ce qui s'est passé. Mais J'ai grave. pas envie d'avoir cette suite. Et puis même, tu vois, genre, dans le Watchmen original, en un sens, t'as deux vecteurs de la pensée de Richard Nixon, le président, qui sont donc le comédien et Rorschach, qui sont deux extrapolations hyper exagérées, ou très réalistes peut-être, de la pensée républicaine, voire même Tea Party, extrême droite, Trump et compagnie. Et là, tu vois, Ozymandias, justement, ce serait plus le Robert Redford de son époque. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure de dictateur de gauche, un mec qui a voulu en fait faire des choses bien. Et quand tu lis le comics Ozymandias, Watchmen, par rapport justement à ce que le film en a fait, c'est-à-dire le film en a fait un vilain de BD. Ozymandias, c'est un mec plutôt bienveillant et il est très passif, il est très apaisé. Et en un sens, c'est un peu juste, même physiquement, on peut faire des parallèles avec Robert Redford, tu vois. C'est vraiment justement, t'as l'impression qu'en fait le monde qu'il a refaçonné, du coup, a élu un Robert Redford qui serait une sorte d'Ozymandias politique. Sauf qu'au final, justement, dans les deux cas, c'est genre, et si en essayant de bien faire, on avait juste pas réussi et on s'était heurté à la possibilité que l'être humain en fait soit incapable de faire les choses bien, même en essayant de faire les choses bien, même en oubliant le fascisme et compagnie, et on finit toujours par revenir au fascisme, tu vois. Et ça, pour le coup, je trouve ça hyper intéressant. Et je trouve ça justement super dommage, parce que je suis d'accord avec toi sur Ozymandias, il faut qu'il revienne, parce que c'est la pensée latérale de Watchmen. Mais je vois pas ce que justement l'image de Dieu vient foutre là-dedans, en fait. Enfin, on a compris, c'est une histoire humaine, en fait, Watchmen, au final. Puisqu'elle se dit qu'en fait, on n'a pas besoin de Dieu et que le seul moyen de tricher avec Dieu, c'est d'oublier qu'il existe. Donc, moi, ça me choque vraiment, ce trailer, justement, et j'espère que tu as raison et que ce sera juste un twist en mode je vous ai fait croire qu'il revenait, mais non. Parce que s'il revient et qu'il a encore une sorte de destin Deus ex machina, au sens premier du terme, pour changer les choses, ça n'a pas d'intérêt, à mon sens. Ça paraît casse-gueule sur une série en vrai en plus. Enfin, tu niques tout quoi. Enfin, tu niques potentiellement la suite de ton histoire. Bah, moi, je vais aller un peu à contre-courant concernant Laurie Blake. Parce qu'à la base, j'étais pas super chaude non plus pour la revoir. Et puis ensuite, on a appris qu'elle prenait le nom de son père. Et tu vois, rien que le fait d'apprendre que maintenant c'est Laurie Blake et que et qu'elle qu'elle a adopté le nom de son père, pour moi, ça va être un élément super intéressant et je suis très curieuse de savoir ce qu'elle va apporter au FBI. Parce que justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça va sûrement jouer sur l'ambiguïté que elle sait ce qu'a fait Ozymandias. Et justement, je trouve qu'on a quand même besoin de quelqu'un dans la série qui soit vivant et qui sache ce que Ozymandias a fait. Parce que, a priori, il n'y a pas de trace du hibou. Quasiment tout le monde est mort à part elle et le hibou, en fait. Il y a son vaisseau au hibou. Voilà, il y a Archie, mais en l'occurrence, je trouve que Laurie peut incarner le fait de comment on vit en sachant ce qui s'est passé et comment on tourne la page de l'après. Parce que pour les gens, ok, ça a été une tragédie il y a 30 ans, ça a été épouvantable. Mais s'ils en savaient les vraies raisons, là, ils pèteraient encore plus un câble. Et elle, j'ai envie de voir comment elle gère le fait que, il y a 30 ans, elle a vu un de ses amis qui était censé faire le bien commettre un génocide. Et je pense que ça peut être un point de vue assez intéressant. En plus, je dois l'avouer, j'adore Jean Smart, qui était déjà Je suis excellente d'accord. dans Fargo, dans 24 heures chrono, tout ça. Donc pour moi, Laurie Blake, c'est vraiment pour moi la carte joker de la série. C'est vraiment celle où ça va être ça passe ou ça casse à tous les niveaux. Autant les autres personnages, j'ai pas trop d'inquiétude. Autant elle, je pense que s'ils n'arrivent pas à gérer correctement son intrigue, là pour moi, clairement, la série va un peu baisser d'intérêt parce que c'est un peu mon personnage préféré de Watchmen, je sais. Pas parce que c'est la seule meuf, mais j'aime bien ce qu'elle incarne. Donc moi j'ai envie de mettre une petite piécette sur Laurie Blake. Je pense qu'on n'en a pas vu beaucoup sur elle, mais que c'est pour de bonnes raisons. Mais je suis d'accord avec toi, hein. J'ai cette dualité de... Je partageais entre le fait que je voulais pas savoir ce qui se passait après et le fait que je trouve vraiment que le personnage a un potentiel intéressant. Mais ouais, enfin voilà, je partageais entre c'est dommage et du coup, foirez pas les gars.
Mais même au niveau storytelling, ça peut être intéressant parce que c'est vrai que on a beaucoup fait de reproches à Watchmen justement sur le fait qu'ils avaient un peu gâché ce personnage qui était la seule femme en fait du game et qui était une sorte de jeune ingénu qui avait moins de pouvoir d'emprise sur l'intrigue que les autres. Et en l'occurrence, ça peut justement être à l'inverse, la vétérane qui a tout vécu, tout vu depuis l'époque des super-héros et qui va justement amener ce. Ça va être en fait la Ozymandias, j'imagine, du truc. De toute façon, la Je la série je va la vois clairement bien passer par faire les un femmes, j'ai binôme l'impression. avec Regina King et lui expliquer un peu les ficelles du métier, tout ça. Est-ce qu'elle va franchir la ligne si jamais, évidemment, le monde n'est pas au courant de ce qu'a fait Ozymandias? Est-ce qu'elle va pas franchir la ligne en voulant peut-être lui expliquer, mais en fait elle sait pas. Mais pour préserver la paix mondiale, elle peut pas dire ça. Enfin, je pense que les deux ensemble, franchement, ça peut être de la bonne dynamite. Et elle apporte aussi une réflexion intéressante à travers une réplique, je trouve, dans le trailer. Juste une réplique sur le... est-ce que tu sais ce que c'est la différence entre un super-héros et un flic masqué? Et quand le personnage de Regina King, dont j'ai oublié le nom, répond non, elle fait moi non plus. Et je trouve que derrière ça, il y a une réflexion qu'on retrouve un peu dans The Boys récemment d'ailleurs. Quand le personnage de Starlight, on lui dit bah, écoute, si ce que tu veux faire c'est vraiment le bien, pourquoi tu vas pas prendre un uniforme et une arme et puis devenir flic, quoi. Tu vois, cette ambiguïté par rapport au personnage au final il y a quand même un ego trip de super-héros derrière. Il n'y a pas que le côté justicier, parce que tu peux être justicier sans ton masque et t'as encore plus de courage si t'es justicier sans ton masque, tu vois. Mais je trouve qu'il y a une réflexion intéressante à voir derrière tout ça. Guigui, on t'a pas trop entendu dans cette dernière partie. Qu'est-ce que t'attends de la série, toi? Donc en fait, c'est ce que j'écoutais religieusement Corentin. Parce que je suis assez d'accord avec lui par rapport à mes attentes, même si je les place quand même un peu en dessous, parce que bon, sinon, si on est trop à attendre justement à Game Changer, d'avoir le Watchmen version série télé, J'attends pas ça du tout. Forcément déçu, ça va trop. Je pense qu'une attente qui est trop grande. Surtout qu'on n'est pas à l'abri, effectivement, d'avoir du fanservice, d'avoir du Dr Manhattan, d'avoir d'autres personnages qui reviennent. Ça, j'imagine que c'est impossible, c'est intenable que sur toute une série, on n'en vienne pas là à un moment donné. J'aimerais faire confiance à tout prix, mais bon, on sait comment ça se passe. En général, au bout d'un moment, malgré les bonnes intentions, les mauvais réflexes reviennent toujours au galop. Donc, j'ai pas d'attente particulière plus grande que ça. Par contre, je suis quand même très content que la série soit le choix qui a été fait, que ce soit la suite de la BD et non pas du film, parce que le côté transmédia, du coup, ça rend la chose vraiment intéressante, et encore plus par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, le fait que c'est une surcouche, c'est quelque chose qui va pas abîmer le matériel original, à plus forte raison que du coup, ça ne sera pas exprimé par le même médium. Donc cette distanciation, elle est d'autant plus facile. Et donc du coup je trouve que c'est assez intéressant. Donc moi ce que j'attends surtout principalement, donc je vais faire fi du côté il faut que ce soit aussi bon pour une série télé que Watchmen, ce qu'a été Watchmen pour les comics. Je vais essayer de mettre ça de côté dans ma tête pour pas être trop déçu. Je vais me contenter d'espérer de bons personnages. Ça, connaissant Lindelof, je pense qu'ils seront bien écrits. Surtout une bonne intrigue. Je pense qu'avec tous les éléments dont on a déjà parlé, on voit bien que le terreau est fertile pour qu'on ait justement de bonnes intrigues. Donc voilà, j'espère surtout une réalisation qui soit assez léchée. Les trailers, en tout cas les bandes annonces, pour moi ont coché toutes les bonnes cases qui m'ont rassuré quant au projet. Donc je pars quand même le cœur assez léger, en essayant justement de tuer un peu des attentes qui seraient trop fortes, pour pas être déçu. Ok. Ah, et si, j'espère qu'il y aura une bonne originale aussi. Ah. Oui, on en a pas parlé, mais alors, parce qu'on en reparlera une fois les épisodes sortis et qu'on aura la musique, mais Trent Reznor, putain. ouais, j'ai pas trop de doutes. Qu'est-ce que t'en penses, Océane? Quand on sait que c'est carrément Trent Reznor qui est allé voir HBO en leur disant écoutez, moi j'aimerais bien faire la musique de la série Watchmen, Ouais, ça fait j'ai envie de super dire plaisir. énorme bingo, quoi, ça aurait pas pu tomber mieux. Et Atticus Ross, évidemment. C'est vrai que pour le moment, on a entendu aucun morceau dans les bandes annonces, c'est tout le temps d'autres musiques, ou alors c'est évidemment Je le pense qu'il garde la surprise. Life on Mars. Je pense qu'effectivement ce sera une surprise, mais c'est vrai que putain, quand on est en 2019 et il y a c'est marrant, ouais, c'est marrant sur Trent Reznor, puisqu'il a été associé à plusieurs projets sur HBO durant la décennie à passer, mais il n'y a jamais rien qui a été abouti. Et donc c'est marrant, c'est vraiment intéressant que c'est sur Watchmen que ça sorte vraiment, que ça pète, quoi. Mais il a été sur quel projet? Moi, ça me...
Bah alors, de mémoire, je pourrais pas te dire parce que c'est des projets qui Qui ont été avortés, ouais. qui n'ont pas été aboutis. C'était vraiment des projets qui étaient en développement et puis qui finalement n'ont pas abouti. Ok, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est clairement l'une de mes plus grosses attentes de bande originale de l'année. Et ça me rassure vraiment de savoir que pour une de leurs premières excursions dans l'univers de la série, ils choisissent pas n'importe quoi. Et du coup, je dis depuis tout à l'heure que je suis hypée par la bande originale, mais c'est vraiment un des points forts c'est un peu genre la meringue sur la tarte au citron, quoi. Et puis non, mais au-delà de ça, toute la discographie de Trent Reznor, qui donc pour ceux qui ne connaissent pas est un compositeur de rock industriel et de métal occasionnel, particulièrement influencé par l'œuvre de Nietzsche, très nihiliste, très antisocial, etc. Ça répond carrément à l'œuvre d'Alan Moore. À mon avis, genre quand le mec lit Alan Moore, il doit se dire ouais, c'est pas ça, c'est bien, ouais, j'aime bien, ouais, je suis d'accord avec lui, ouais, c'est bien. Donc ouais, non, mais c'est tellement évident. Les deux sont tellement évidents ensemble. Watchmen, à mon avis, genre déjà de toute façon, il y a plein d'albums de Reznor qui font des BO de Watchmen déjà de base, donc qui se mettent directement dessus avec son pote Atticus Ross, à qui on doit Social Network, Gone Girl, Millennium, etc. Millennium, je sais, Millennium. Voilà, enfin c'est de la, déjà c'est de la tuerie juste pour ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tout à l'heure, mon Spotify m'a mis en aléatoire Burn de la bande originale de Natural Born Killers, donc tueur né de Oliver Stone. Et littéralement, les premières paroles de la chanson, c'est ce monde me rejette, ce monde me donne aucune chance, je vais péter un câble et je vais tous vous buter. Ah, c'est Joker. Oui, alors déjà j'ai pensé à Joker effectivement et je me suis dit mais c'est carrément, je pense que ça va être pas mal l'idéologie aussi des extrémistes que va décrire Watchmen. Donc je pense que dans le texte, ça peut être intéressant parce qu'il peut tenter de capter la colère justement du white power. Et je pense que ça pourrait être très intéressant à écouter, voir comment, avec quelles sonorités, quels instruments aussi il va pouvoir le faire. Parce que par exemple, sur Gone Girl, il a carrément utilisé de la harpe, qui est un instrument qu'il utilise quasiment jamais. Et du coup, là, je suis assez curieuse de savoir vers quelle sonorité il va se diriger. Parce que sur Midnighties de John Hill, qui est sorti cette année, il allait vers un truc plus mélancolique au piano. Mais là, Watchmen, je pense que ça va être assez différent. Donc, je suis vraiment très curieuse. Et ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure, c'est qu'au final, du coup, Reznor aurait écrit pour Twin Peaks et pour Watchmen, et je trouve ça assez stylé. Et je sais pas dans quelle mesure on peut faire confiance à Damon Lindelof sur ce coup-là, mais il a dit en interview que quand il réfléchissait à la musique, c'est pas un mec qui est tout le temps avec le même compositeur. Il a eu des compositeurs, il a eu Max Richter sur The Leftovers, Giacchino sur Lost par exemple. Et il a demandé à HBO à voir Reznor et Ross. Et à ce moment-là, HBO a dit bah tiens, c'est marrant parce qu'ils nous ont appelés, ils sont plutôt intéressés par le projet. Et du coup, d'après lui, il y a eu concomitance où en gros les grands esprits se sont rencontrés quoi. Alors je sais pas si c'est vrai ou s'il essaye de créer une légende, mais voilà, c'est assez drôle. Je pense pas qu'il essaie de créer quoi que ce soit parce que clairement, Reznor, dès qu'il a été annoncé, il a dit qu'il était intéressé. Je pense que c'est vraiment pas une légende, c'est juste que voilà, comme tu le dis, c'est deux esprits qui se rencontrent et qui se rendent compte que ensemble, ils peuvent faire un truc grandiose. Donc autant s'en réjouir. Oui. Pour conclure, moi, sur mes attentes à moi, je suis assez d'accord avec vous dans l'ensemble. J'en ai d'autres, mais je voudrais pas prendre trop d'avance sur ce qui sera développé dans la série parce que, il y a plein de trucs à ressortir des trailers et des personnages qui ont été annoncés. Je pense que le personnage de Looking Glass a un potentiel très intéressant. Ouais, carrément. On l'a pas trop développé, mais je pense qu'il a un potentiel très intéressant. Ce que j'attends, voilà, c'est le traitement intimiste des personnages d'un côté, des personnages qui en prennent plein la gueule de tous les côtés par la vie. C'est un classique de Lindelof et c'est quelque chose que j'attends et je doute pas que ça sera bien traité. Et une toile de fond plus critique de la société de 2019, voilà, qu'on peut attendre légitimement de ce qu'on a vu et qui a également un fort potentiel. Écoutez, voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus pour ce soir. On se retrouvera, je n'en doute pas, pour d'autres numéros. Alors on aura un roster tournant de commentateurs. Si quelqu'un a envie de commenter un jour, de venir nous parler d'un épisode, on enregistrera ça sûrement le lundi soir après les épisodes diffusés sur OCS. Je rappelle que la série commence sur OCS du coup le 21 octobre. Ça sera lundi dans 2-3 semaines. Et en accès presse tout bientôt ouais. aussi. C'est tout bientôt, ouais.
Et je rappelle qu'il y a 6 heures de podcast sur les adaptations d'Alan Moore chez le Lemon Adaptation Club. Un premier épisode qui traitait de From Hell, de La Ligue et de V pour Vendetta. Et une deuxième partie spécialement sur Watchmen. J'ai tout écouté, je valide, c'est que du bonheur. Merci. Donc je vous renvoie à ça parce qu'il y a beaucoup d'autres réflexions sur Alan Moore, sur ses messages, sur tout ce qu'il a développé et sur comment tout ça a été adapté. Puisque si vous avez vu par exemple La Ligue des Gentlemen Extraordinaires au cinéma et que c'est tout ce que vous connaissez, par exemple, ne vous fiez pas à ça pour connaître Alan Moore, surtout pas. Mais voilà, n'hésitez pas à sauter dessus, ça vous fera une très bonne annexe à ce podcast de 6 heures. Ça fait une bonne journée de travail. Hein. Franchement, vous écoutez ce After Watchmen 0, après vous enchaînez sur les 2 épisodes et normalement, à la fin de journée, vous êtes content. C'est garanti, testé et approuvé. Que dire d'autre? Est-ce que vous avez des actualités à venir, messieurs, dames? Et bien justement, tant qu'on parle de Watchmen, maintenant je suis chroniqueuse pour l'émission Hyperlink sur VL Media. Et justement, d'ici 2-3 semaines, normalement, on consacre un numéro à Watchmen. Donc en ce moment, je parle beaucoup de Watchmen, je vis ma meilleure vie, c'est trop cool. Donc maintenant, je suis chroniqueuse chez eux. Et donc là, la prochaine émission est enregistrée donc dimanche. On va parler de Tarantino. Et la semaine d'après, de Batman. Donc grosso modo, un gros programme comic book, pop culture. Sinon, à part ça, il y a le prochain Lemon Adaptation Club enregistré avec Corentin, qui est juste à côté de moi, qui est consacré à Tintin et qui sort dans quelques jours, a priori. Quelques jours, n'est-ce pas, Corentin? Oui, tout à fait. Donc, voilà. Parce que Corentin fait le montage, bien sûr. Voilà, c'est Corentin, mon chevalier monteur sur le Lemon Adaptation Club. Donc, bientôt Tintin dans vos oreilles. On a hâte que vous puissiez écouter ça. Oui, moi j'ai pas d'actualité à vendre. Je travaille pour Comics Blog, voilà, on fait des podcasts aussi et voilà, c'est bien. Ouais, moi je suis fan, j'écoute tous les podcasts et d'ailleurs c'est moi le connard qui tag Corentin d'émission sur Twitter. Ah bah, merci connard. Non merci, y a pas de souci, vous êtes très nombreux bizarrement. Je demandais donc si vous faisiez quelque chose pour la sortie de Watchmen. On fera probablement un podcast pour le pilote. C'est à voir en fait. Je t'avoue, pour ne rien te cacher, nous on risque de voir les épisodes en accès anticipé parce que la presse, bande de baltringues. Mais je suis désolé. Mais non, en fait, moi je vais écrire dessus. De toute façon, c'est sûr. Il sera besoin d'en reparler et j'espère être réinvité d'ailleurs un jour pour en reparler avec toi et avec vous. On risque d'en parler en podcast, oui, mais probablement pas en suivi hebdomadaire. Peut-être un bilan de fin de saison et un pilote, grosso modo. En général, c'est plus l'écrit qui nous guide et le podcast pour les bilans de saison. Vu que Watchmen est un gros truc, on verra bien, il faut qu'on s'organise ça. Mais sinon, voilà, on fait des émissions régulières sur les auteurs de comics, le journalisme culturel et évidemment l'actualité comics avec les fresh starts. Sur le retour de Spider-Man dans le MCU, des choses comme ça. Oui, tout à fait, par exemple. Hein, comme ça, on lance ça comme ça, voilà, tranquille. Toi, Guigui, je crois que tu as une actu dès ce week-end et ce podcast sera publié avant. C'est ça, ça tombe très bien parce que je serai donc en dédicace aux 29e rencontres de BD de Marly, donc le samedi et le dimanche. Donc je vous attends pour récupérer, pour tous ceux qui ont contribué justement au crowdfunding pour Bertrand Keftorian dans la zone 57, je vous attends, vous serez là. Je pourrai vous donner vos albums et aussi de la confiture de Mirabelle, ça sera bien. Alors, on va se faire plaisir avec quelques petits dessins aussi. Et puis si jamais il y a une saison 4 de Twin Peaks qui est annoncée, bien sûr je ferai une vidéo sur sur YouTube, mais bon, j'y crois pas trop quand même. Ok. Ouais, on en rediscutera. On a déjà discuté de toute façon. Ouais, toute la journée. De mon côté, je vous invite à écouter tout ça, tout ce dont on vient de parler. Je vous invite à écouter les autres podcasts du Coin Pop, dont ce podcast est un spin-off, par moi-même et d'autres gens bien. Je vous invite, je sais plus, j'avais un truc où je voulais vous inviter aussi, mais c'est pas grave, on va dire que c'était pas grave du coup. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Ah si, je voulais dire qu'il y a des chances, alors désolé Corentin, il y a des chances que ce podcast soit relayé sur superpouvoir.com, un autre site d'actualité traître, super-héroïque et pas que. Traître, désolé, tu m'as proposé ou pas? Est-ce que tu m'as proposé, oui, Corentin? on peut en parler. Après, en vrai, j'ai les accès back-office, je fais uploader et c'est réglé, c'est sur le site. Mais... J'ai jamais été désactivé, ce qui fait que des fois, je corrige des articles de Corentin qui ont des fautes. Il le sait pas. Tu pourras relire ta critique du Joker, il y a 2-3 corrections. Putain, mais t'es un monstre. Faut savoir que le mec avait édité un post Comics Blog en voyant une faute d'orthographe. Ok, là, tranquille. Il est venu dire après, hey, j'ai édité. Ok, bon,
bienvenue Manu. Bon, je vous remercie beaucoup. Et puis, Merci, je vous Manu. dis à Merci, bientôt, Manu. À probablement, bientôt. et je l'espère. Merci. Salut. Salut. Ciao.